Mon parcours n'a rien de particulier, droit d'abord, puis histoire de l'art, puis pensionnaire à la Villa Médicis, puis 6 ans à la Villa Médicis comme directeur des études, une expérience dans un cabinet ministériel avec Frédéric Mitterrand, et enfin le Mobilier National, qui là est très important pour moi, puisque c'est le lieu depuis 4 siècles qui meuble les palais de la République. Donc le temps, évidemment, aussi bien dans mon déroulé personnel que dans mon travail successif, est très important. Et enfin, je suis le concepteur du sommeil. Donc vous pourrez me critiquer, je suis le seul responsable. Petrini n'est pas là, mais moi je pourrais vous répondre, et peut-être pas vous répondre sur tout. Alors le Slowmade est un mouvement que nous avons lancé à plusieurs, je ne suis pas seul évidemment, en novembre 2012. Autre exotisme par rapport à tout ce qu'on a évoqué ce matin, je m'intéresse dans le Slowmade essentiellement à ce qu'on appelle les métiers du savoir-faire et les métiers d'art. Qu'est-ce que le Slowmade? La traduction du Slowmade. En fait, on n'a pas du tout parlé fait lentement, on n'a pas du tout parlé de la lenteur, on l'a traduit comme fait en prenant le temps nécessaire. Donc, comme définition, le Slowmade, on prône l'usage durable d'objets fabriqués selon un temps et des savoir-faire exigeants. C'est le temps de faire et n'a donc rien à voir avec une éloge de la lenteur. De cette définition, je me permettrai 3 axes. 2 concernent des thèmes, la question du temps et du savoir-faire, et le dernier axe, le 3e axe, porte davantage sur une stratégie, la stratégie du Slowmade. Pourquoi reposer la question du savoir-faire et de l'identité de la fabrique aujourd'hui? Pour comprendre certains enjeux actuels, il faut évidemment, alors là je plaide pour ma paroisse, il faut se tourner vers l'histoire de l'art. En effet, jusqu'au XIXe siècle et la révolution industrielle, la pratique d'un métier, quel qu'il soit, ne séparait pas ce que les Italiens ont appelé le disegno, c'est-à-dire ce qui est à la fois pensé et exécuté. Les artistes, mais aussi de nombreuses manufactures, les fabriques, ne concevaient pas une séparation entre la réflexion du projet et sa réalisation technique. Cette séparation intervient en France essentiellement, et c'est très important, au milieu du XIXe siècle, avec une séparation toute française entre d'un côté les arts décoratifs, les réalisateurs, et de l'autre côté l'école des beaux-arts, les inventeurs. Ainsi, une grande partie de la production artistique et manufacturière au XIXe siècle s'est établie sur cette distinction entre penseurs et exécutants. Et c'est tout notre problème en France aujourd'hui. Or, ce statut séparatiste, qui s'est maintenu tout au long du XXe siècle, est largement remis en cause ces dernières années. On constate en effet un nouvel engouement pour les productions faisant appel à la fois à l'excellence de la réalisation, mais aussi à une certaine pensée du geste et de l'objet. Ce renouveau va de pair avec une remise en cause de la société de consommation et de l'uniformité. Je renvoie notamment à l'ouvrage de Pascal Ebel, La révolte des moutons, dans son titre, et elle montre bien que dans cette révolution du faire, le consommateur, il y a 2 grandes tendances dans la révolution actuelle des consommations. D'un côté, le moins cher, le low cost, le partageable, l'autolibre, le Vélib, les achats en ligne, le boncoin.fr et tutti quanti, et le marché de l'occasion en général. L'autre tendance, c'est le sur-mesure, se retrouver dans sa personne, la personnalisation et la différenciation. Ces nouvelles tendances de consommation vont de pair avec une défiance de plus en plus grande des réseaux de distribution uniformisés et dépersonnalisants. On constatera que les grandes marques de distribution ont réinvesti les mini-markets, les petits supermarchés de proximité. Ainsi, après la révolution slow food de Carlo Petrini, né en Italie dans les années 86, 30 ans après, on constate un réexamen en profondeur du statut de la fabrique. Encore, comme on disait tout à l'heure, dans les marges, mais ça prend de l'importance. À côté du savoir-faire, il y a donc une identité du temps qui est profondément questionnée. Et donc pourquoi aujourd'hui reconsidérer cette question du temps dans un processus économique? Comme nous disions tout à l'heure, le temps n'est pas une coordonnée stable. Elle est la condition de chaque individu
qui le perçoit différemment. On disait tout à l'heure, le temps, finalement, c'est une invention humaine. N'oubliez pas que la montre n'existe que depuis 5 siècles. Or, depuis la révolution numérique, la globalisation a pris un sens nouveau. Plusieurs actions peuvent être réalisées simultanément ou de façon très rapprochée. L'augmentation de la vitesse du temps est réelle, du moins dans sa perception. Et des philosophes comme Paul Virilio se sont posé la question de cette accélération et de leurs possibles accidents. De son côté, Armando Rosa a abordé la question de l'accélération sociale et des possibles dégâts sur les liens sociaux. Et en même temps, le journaliste Carl Honoré et d'autres ont mis en exergue la lenteur comme paradigme de l'homme nouveau. Alors qu'est-ce que signifie poser la question du temps aujourd'hui? Du moins pour Slomed et pour moi en particulier. Il ne s'agit pas de promouvoir une décélération, une mise du monde, une mise à côté du monde, comme par exemple le personnage d'Oblomov, d'Ivan Goncharov, ou celui, plus amusant peut-être, d'Alexandre le Bienheureux, ce film avec Philippe Noiret, qui, vous savez, ce paysan qui se retire et qui reste dans son lit. Cette attitude, on ne peut pas la juger, mais à mon sens, c'est un cheminement individuel. La question du temps, dans une approche collective, c'est plutôt la capacité de l'individu connecté, en échange permanent, libre, de s'inscrire néanmoins dans une narration de sa vie et de son temps. D'où l'importance de ma présentation au début. Il s'agit d'être dans une temporalité narrative de ses gestes, choisir de se raconter sa vie pour lui donner un sens. Pouvoir écrire la partition de chacune de nos vies tout en respectant l'autre et le monde. Voici peut-être le défi majeur de notre avenir. C'est ce que renvoie Jacques Attali à l'économie positive, à l'économie mauve, à tous ces mouvements de l'idée de l'économie, où chacun puisse se retrouver dans le collectif. Et c'est ce que fait un ébéniste, un céramiste ou un verrier, et éventuellement un paysan. Il connaît l'étape de son travail, depuis l'ébauche à l'étude, la conception du projet, sa réalisation, sa commercialisation. Il connaît, il s'inscrit dans son propre processus de production. Et que veut dire repenser le temps dans notre société contemporaine? J'aime citer à ce propos les réflexions d'un financier, et d'un financier vertueux, chantre du développement durable, Xavier de Bézère. Selon lui, il existe 2 modes pour penser une stratégie de développement. Il y a d'abord une stratégie spatiale, fondée sur une conquête de nouveaux territoires. C'est en fait un développement qui existe depuis la nuit des temps, que l'on peut qualifier d'animal, car il consiste en une forme de prédation sur le territoire d'autres entités. Mais il existe une autre stratégie possible, celle du temps. Elle consiste en effet à aller puiser dans les temporalités passées et futures pour créer de la richesse et du développement. Tel un végétal, à la différence de la spatialité animale, tel un végétal, le développement puise dans ses racines pour faire émerger ses rameaux et ses fruits. Alors que signifie une croissance temporelle aujourd'hui? Il faut être réaliste, je crois. Et en effet, l'Europe ne parviendra pas à redevenir un acteur économique et politique important si elle ne réinvestit pas dans ses produits à forte valeur ajoutée. Et là, je sors qu'on a évoqué peut-être ce matin en termes de modèle économique global. Donc l'investissement à forte valeur ajoutée, ce sera quoi? Soit le technologique, le hautement technologique. Je ne pense pas qu'on peut remettre en cause la nécessité des scanners dans la médecine. Je ne pense pas qu'on peut renoncer au déplacement par avion. Pour le collectif, ça me paraît difficile. Des processus individuels, oui. Processus collectif, ça me paraît difficile. Donc soit des grandes valeurs ajoutées par la technologie, soit par de la manufacture détentrice de savoir-faire précis et précieux. Savoir imprégner ces savoir-faire d'innovation, leur permettre d'acquérir une identité rassembleuse. 3, de les développer par de la formation et de l'économie. Et enfin, de les faire connaître au grand public. Telles sont les missions voulues et sollicitées par le Slomed, qui est un mouvement du coup qui se focalise d'abord sur l'offre pour modifier la demande et pas l'inverse. En cela, il s'inscrit dans les traces du slow food, même si le terrain d'intervention est différent. À la nourriture, c'est l'artisanat. Enfin, le Slomed n'est en aucune manière une éloge de la lenteur. Ne demandez surtout pas à un artisan
qui est généralement un chef d'entreprise, d'être lent. Il ne peut pas l'être, puisqu'il doit produire, il doit vivre. Le SLOMED revendique l'aide à un secteur d'activité. En effet, acteur à part entière d'un écosystème de la création en pleine évolution, les métiers d'art ont dans notre société une place très importante, un rôle et une réalité beaucoup plus prégnante qu'il en a l'air. Ils répondent à une aspiration mondiale à consommer des produits qui ont une identité et une âme, dont le temps d'élaboration, la créativité, l'intelligence manuelle et la durée de vie constituent la valeur ajoutée. Le SLOMED a ainsi posé un manifeste, qui pourrait être aussi sa définition, autour de valeurs comme la recherche, le geste, le maîtrise et la transmission, le développement durable, évidemment, du producteur et du consommateur, la transmission essentielle, et enfin le prix juste. Vous me direz, qu'est-ce que c'est un prix juste? On n'a pas résolu, hein, mais on le pose en tout cas. Alors pour qui et pourquoi le SLOMED? Disons que le SLOMED en tant que think tank, lieu d'élaboration, c'est un peu notre slogan, c'est passer d'une obsolescence programmée à une pérennité programmée. Qui n'en a pas marre de changer tous les 6 mois ou tous les ans de casseroles, d'ordinateurs et autres? Là, on essaye d'appliquer cette pérennité programmée pour des objets usuels comme des tables, des chaises, des bols, des vases, des assiettes et autres. Donc le SLOMED est une stratégie collective gratuite, une signature collective qui est à la fois un marketing, que chacun peut s'approprier, une marque partageable, parce que derrière ce sont des valeurs. C'est aussi une proposition de réflexion et d'analyse pour les professionnels qui sont eux-mêmes prêts à s'engager dans la vie, dans leur propre vie. Alors, dernier point qui revient à la journée d'études, le SLOMED et le développement territorial. C'est un des aspects du SLOMED. Face à la globalisation, le SLOMED souhaite redynamiser le local afin de porter une forme d'innovation au cœur des territoires. Le SLOMED, c'est essayer de redécouvrir ces territoires où on a produit, où il y a encore des matières premières en jachère, qu'il faut peut-être, et même certainement, redynamiser. Le SLOMED, donc loin d'être une éloge de la lenteur, est une écriture du temps, du temps nécessaire pour le développement de soi-même. Il agit dans le local et il est connecté au global afin de parvenir à une production respectueuse des écosystèmes. Car on n'a pas à douter, la crise écologique qui arrive sera 10 fois plus puissante que la crise actuelle purement économique. Et on peut souhaiter, comme, puisque tout à l'heure on faisait la publicité, que le SLOMED sera une révolution, puisqu'une revue Problème économique nous a honoré en pensant que le SLOMED, en fait, les mouvements slow, est un aspect révolutionnaire, notamment dans l'appréhension de chacun dans son monde entourant. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marc.